Vous écoutez RFI, les 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Juliette Rangeval. Toute l'actualité présentée par Guillaume Cordeau. Bonjour Guillaume. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Mais qui est l'homme qui a foncé dans la foule avant-hier après le feu d'artifice de Nice dans le sud-est de la France? Ses voisins le décrivent comme un conjoint violent et taciturne. Ses proches parlent d'un homme calme en Tunisie. Mohamed Laoueche Boulel a tué 84 personnes au volant d'un camion loué il y a quelques jours. Les réactions sont unanimes dans le monde pour condamner cet acte. En République démocratique du Congo, les corps repêchés dans la rivière Njili à Kinshasa sont ceux de membres d'un gang, les Kuluna. Ils ont été frappés avec des bâtons et lapidés par la population selon les premiers éléments de l'enquête. 3 rescapés de la vindicte populaire auraient été arrêtés. Maintien en prison et tensions politiques au Gabon. Après leur première comparution devant un juge d'instruction, des militants proches de l'opposition restent derrière les barreaux. Ils sont accusés d'atteinte à l'ordre public et destruction de biens, notamment. C'est le début d'un deuil national de 3 jours ce matin en France. Les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments publics. Et une minute de silence sera observée lundi à midi. Un conseil de défense doit se tenir aujourd'hui autour du président François Hollande. Les questions se portent maintenant sur le profil du tueur au camion, qui est Mohamed Laoueche Boulel, ce Tunisien de 31 ans qui a foncé dans la foule, promenade des Anglais à Nice, juste après le feu d'artifice du 14 juillet, faisant au moins 84 morts, dont 10 enfants. L'homme est décrit par ses voisins comme taciturne, violent, ne pratiquant aucune religion et connu des services de police. Chauffeur-livreur, il était en instance de divorce et père de famille. Mohamed Laoueche Boulel était originaire de Msaken, au sud de Sousse. Ses proches, dans son quartier, sont consternés en Tunisie. Reportage de Jian Bergaoui. Dans le quartier, tous évoquent un homme normal, pas du tout radicalisé, qui ne faisait pas la prière et qui pratiquait à peine le ramadan. Walid est un voisin, il dit connaître l'assaillant de Nice depuis 16 ans. Ça ne lui ressemble pas, il est du genre calme, il est connu des voisins comme quelqu'un de gentil. Je suis sûr à 100% que ça n'est pas un acte terroriste. Il n'a aucune raison de commettre une telle chose. Il travaille, s'en sort bien, son père gagne aussi sa vie correctement, il menait une vie agréable. Mohamed, son père, rejette lui aussi la radicalisation de son fils. Il met plutôt en avant certains déséquilibres psychiatriques. Il ne l'avait pas vu depuis 4 ans, mais se souvient d'un jeune homme instable, parfois violent. Leur dernier contact remonte à la semaine dernière par téléphone. Il a passé le beau jour à tout le monde, c'est tout. On n'a pas remarqué quelque chose qui est étrange ou quelque chose qui est irrégulier. On a vu tout ce qu'il dit, il est normal. Je ne sais pas comment il a commis cet acte. En France, selon le procureur de Paris, Mohamed Laoueche Boulel n'avait jamais fait l'objet du moindre signalement pour radicalisation. Jeanne Bergaoui, Msaken, RFI. Et devant l'horreur de l'attaque de Nice d'avant-hier qui a fait au moins 84 morts, les messages de soutien affluent du monde entier. Barack Obama, le président américain, était parmi les premiers à s'exprimer, parlant de sa solidarité avec la France. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souligné la nécessité d'intensifier les efforts régionaux et internationaux pour combattre le terrorisme. Réaction également du président russe. Nous avons encore vu que le terrorisme ignore absolument ce qu'est la morale humaine, a déclaré Vladimir Poutine. En Afrique aussi, beaucoup de marques de sympathie. Au Gabon, par exemple, le président Ali Bongo a présenté ses condoléances au peuple français en condamnant un acte lâche et ignoble. Écoutez également la réaction du ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Issoze Ngondé, propos recueillis par notre correspondant Yves-Laurent Goma. Le Gabon ne peut que condamner avec la plus grande fermeté cet acte ignoble, abject et lâche. Le terrorisme est injustifié. Le terrorisme doit être attaqué dans ses racines. En cette circonstance tragique, le Gabon est solidaire de la France. Nous sommes aux côtés de la France pour l'aider à faire face à cette situation difficile. Le Gabon exprime sa solidarité avec la France. Le Gabon reste à côté de la France. C'est notre allié de toujours, c'est notre grand partenaire et elle peut compter sur nous.
le ministre gabonais des Affaires étrangères Emmanuel Issoze Ngondé. La tentative de coup d'État est-elle en train d'être déjouée en Turquie? En tout cas, ce matin, une soixantaine de soldats s'est rendu aux forces de l'ordre en direct à la télévision. Ils avaient bloqué un pont suspendu au-dessus du Bosphore à Istanbul où des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer ce coup de force. La nuit a été agitée dans la plus grande ville de Turquie, des coups de feu encore ce matin. À Ankara, la capitale, un avion a largué une bombe près du palais présidentiel. Des F-16 ont visé des chars rebelles. La situation est sous contrôle, affirme le Premier ministre, mais le président Recep Tayyip Erdogan est plus prudent et dit espérer surmonter cette épreuve. L'ennemi juré du chef de l'État, Fethullah Gülen, accusé de soutenir les putschistes, condamne ces derniers événements. Des centaines d'arrestations auraient été menées selon un responsable turc. La loi martiale a été décrétée. Un nouveau chef de l'armée nommé par intérim, au moins 60 personnes ont été tuées. En République démocratique du Congo, les 6 corps retrouvés dans la rivière Ndjili à Kinshasa en début de mois sont finalement ceux de membres d'un gang, les Kuluna, des jeunes incontrôlables qui pillent, volent et tuent depuis le milieu des années 2000. Ils ont été lynchés par la population. Parmi eux, un adjudant des FARDC. 3 membres du gang auraient été arrêtés. Détail avec Kamanda Wakamanda Muzembe. Pour Jacques Méli-Méli, le procureur général, près le tribunal de grande instance de Matete, il s'agit bien des corps des membres d'un gang composé de 11 jeunes gens qui avaient opéré dans la commune de Massina dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. D'importantes sommes d'argent et des appareils électroménagers avaient été emportés. Une jeune fille de 13 ans avait été violée en groupe selon le bilan donné par le magistrat. Pourchassés par la population avec bâtons et pierres, les membres du gang, selon le même magistrat, avaient été rattrapés sur l'une des berges de la rivière Ndjili. Et c'est là qu'ils auraient été lapidés et d'autres se seraient eux-mêmes jetés dans l'eau dans l'espoir de se sauver. À en croire le magistrat Méli-Méli, 2 membres du groupe avaient été tirés des griffes de la foule par la police et un autre livré aux agents de l'ordre par des vigiles en poste devant une concession. Le procureur général Méli-Méli n'a pas cependant évoqué le sort du 11e brigand, pas non plus d'informations sur le sort des auteurs de cette justice populaire. Aucune réponse également sur ce qui s'était passé avec les 4 téléphones trouvés sur certains corps repêchés et qui n'avaient pas été remis au parquet dès le premier jour. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et autre enquête en cours en République démocratique du Congo, celle du massacre de Tenambo en territoire de Béni il y a une dizaine de jours dans l'est du pays. Les auditions continuent. Les riverains affirment que les soldats des FARDC n'ont pas bougé quand des assaillants ont attaqué. Les militaires démentent. 9 civils sont morts. Le capitaine qui commandait les positions proches du massacre a été mis aux arrêts. L'enquête se poursuit avec une délégation venue de Goma. Le ministre de la Défense l'a promis. Toutes les allégations seront prises en compte. Sonia Rollet. Cet homme s'est présenté auprès de la délégation de l'auditorat militaire dès le premier jour, motive beaucoup de colère après la mort de sa femme, car selon lui, les militaires dirigés par le capitaine aujourd'hui aux arrêts n'ont pas réagi durant l'attaque. Quiconque commet une faute mérite une peine. S'il s'avère que l'armée a joué un rôle dans l'exécution de ce massacre, une condamnation est nécessaire. Ce n'est pas possible que les militaires déployés pour notre sécurisation se retournent contre nous. Ce sont 3 militaires de passage qui ont repoussé les assaillants et pas les positions situées à proximité du lieu du massacre, assurent les habitants de Tenambo, et ce malgré une alerte la veille. Personnellement, je suis allé avertir les FARDC d'une présence ennemie aux alentours. Ils m'ont remercié et m'ont dit de rentrer, assurant qu'ils allaient prendre des mesures. Le matin, nous avons été surpris que l'ennemi ait attaqué aux environs du camp et soit reparti par le même chemin. Du côté de l'armée, on dit soupçonner que 2 habitants qui avaient disparu la veille ont facilité l'infiltration des assaillants. Le capitaine, lui, serait sanctionné pour ne pas avoir fait assez pour les empêcher de s'échapper. Sonia Rollet, Béni, RFI. À Libreville, ils resteront en prison. La vingtaine de militants arrêtés samedi au Gabon en marge d'un meeting du chef de l'État. Ali Bongo qui célébrait le dépôt de sa candidature pour la prochaine élection en août. 14 dossiers sur 19 ont été retenus par la Commission nationale et permanente.
Les militants exigeaient que le dossier du président soit rejeté en raison d'un doute sur son lieu de naissance. Parmi ces personnes arrêtées, donc Jean-Rémy Yama, coordinateur de la Dynamique Unitaire. Les militants sont accusés d'atteinte à l'ordre public notamment, mais leurs avocats contestent la procédure. Sébastien Nemeth. Pour Maître Moubayi Boal, avocat des 3 leaders syndicaux, on est là plus dans une affaire politique que judiciaire. Selon lui, le procureur a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour éviter une procédure de flagrant délit, synonyme de procès rapide. Un choix qui entraîne le maintien donc des prisonniers en détention le temps de l'enquête. Pour Maître Moubayi Boal, c'est là un moyen de les mettre à l'écart. Ils étaient là au mauvais moment, à la mauvaise heure, et si on les place sous mandat de dépôt, c'est tout simplement pour gagner du temps, pour qu'ils restent là, peut-être pendant toute la période de cette campagne électorale, afin de les mettre à l'écart justement de tout mouvement citoyen. Outre les syndicalistes, on trouve principalement des jeunes proches de partis d'opposition comme l'Union nationale, Héritage et Modernité et d'autres. Tous seront détenus à la prison centrale jusqu'au 23 juillet avant une nouvelle audition devant le juge d'instruction. Mais la détention préventive pourrait s'étendre sur 6 mois renouvelables, précise un autre avocat, Maître Imbong Fadi. Côté politique, l'opposition monte au créneau. Alexandre Barrault-Chambrier, président d'Héritage et Modernité, dénonce une provocation d'Ali Bongo et un non-respect de la liberté d'expression. Paul-Marie Gounjou, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, a lui son neveu parmi les prisonniers. Il parle d'une expédition punitive, d'une réaction émotive et émotionnelle du pouvoir, avec des forces de l'ordre qui protègent un candidat au détriment des autres. Des membres de la mission des Nations Unies, la MINUSCA, accusée de trafic d'or en Centrafrique. L'ONU a ouvert une enquête sur ces allégations. Le contingent des casques bleus camerounais est mis en cause. La MINUSCA dit avoir dépêché sur place une délégation. Michel Arsenault. Les casques bleus camerounais, dans l'ouest de la Centrafrique, achèteraient de l'or à des mineurs artisanaux. Roland Achille Bangé Betangay, un député et juriste, dénonce ce commerce. Certaines personnes très véreuses, dit-il, profitent de l'anarchie pour acheter de l'or centrafricain. Le contingent camerounais ne cesse en tout cas de se livrer à l'achat de l'or par le truchement de leurs partenaires qu'ils amènent et qui, en tout cas, essaient de rentrer en communication directe avec la population. Ne méprisant pas la langue, c'est par le truchement de leurs émissaires qui essaient en tout cas de faire ces trafics illicites. La mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a dépêché des enquêteurs sur place pour faire de la lumière sur ce trafic et d'autres encore auxquels se livreraient certains soldats. Vladimir Monteiro est le porte-parole de la MINUSCA à Bangui. Si les faits se confirment, des sanctions sévères et exemplaires vont être prises car ce contingent camerounais a permis à cette partie de la Centrafrique de retrouver une certaine stabilité. Nous ne permettrons pas que des actes isolés nuisent au sacrifice au travail de tous les contingents, de tous les casques bleus de la MINUSCA. 12 000 casques bleus ont été déployés en Centrafrique où l'État, en raison notamment de la forte présence de groupes armés, peine à rétablir son autorité. Culture à présent, le festival de cinéma Écran Noir s'est ouvert hier soir à Yaoundé, au Cameroun, en partenariat avec RFI. Il propose des films de tout le continent avec des projections ouvertes au public. Sébastien Gédor. Ok. Un portrait ? Un léger sourire. Montée des marches, tapis rouge, crépitement des flashs et robe de soirée hier soir au Palais des Congrès de Yaoundé. Écran Noir fête ses 20 ans sous l'œil presque étonné de son fondateur, le cinéaste Bassek Bakobio, qui a vu le paysage cinématographique du continent se métamorphoser complètement. Lorsque nous commençons Écran Noir à 20 ans, il y avait encore des salles de cinéma en Afrique et notre problème était simplement de nous battre contre la confiscation de ces salles-là par des films qui venaient d'ailleurs. Aujourd'hui, ça a complètement changé. La télévision, les satellites ont complètement changé les rapports entre les Africains et l'image. Il y a ce marché-là et ça fait que le cinéaste africain, qui a longtemps été simplement considéré comme quelqu'un qu'on subventionne en permanence, est devenu un créateur de richesse. Cette année, les invités d'Écran Noir sont donc appelés à réfléchir sur les relations entre cinéma et télévision. Des chaînes présentes en force à Yaoundé, Canal+, Nollywood TV ou TV5 pourront faire leur marché parmi les 84 films en compétition et hors compétition. Sébastien Gédor, Yaoundé, RFI. Merci d'écouter Dieu du Monde. Vous retrouvez tout de suite Juliette Rangeval. Merci, c'était le journal de Guillaume Cordeau. RFI Matin, après l'attaque de Nice, comment se protéger quand un camion peut devenir une arme par destination et sert à commettre un attentat ?
Hier, le président français estimait que le caractère terroriste de l'attaque ne pouvait pas être nié. Pour l'ancien ministre malien de la Défense, Soumeilou Boubèye Maïga, la France paiera son engagement en Syrie, en Irak et au Sahel. Ce sont à la fois des attaques collatérales, mais c'est aussi des attaques, si je peux dire, structurelles de la démarche des groupes. Parce que les groupes cherchent à attaquer les intérêts occidentaux partout où ils sont vulnérables. Et en réaction à ce qui les oppose sur d'autres théâtres. Parce que pour eux, ils sont dans un champ de confrontation globale. Et le monde entier est leur théâtre. Soumeilou Boubèye Maïga, l'ancien ministre malien de la Défense, qui est notre invité ce matin. Mais d'abord, c'est les sports. Et c'est avec Pierre Chaperon. Bonjour Pierre. Bonjour Juliette. Du football, les Coupes d'Afrique des clubs au programme de cette fin de semaine. Des rencontres de Ligue des Champions sont à suivre ce samedi. Dans le groupe A, Zesco United reçoit l'ASEC Abidjan. Objectif pour les Ivoiriens, tenter d'enchaîner une nouvelle performance à l'extérieur en Tanzanie cette fois-ci, Hugo Moissonnier. De retour en phase de poule de la Ligue des Champions après 8 ans d'absence, l'ASEC d'Abidjan a d'abord gâché ses retrouvailles avec une défaite à domicile face au Wydad Casablanca lors de la première journée, avant de bien se rattraper fin juin. Vainqueur 2-1 à Alexandrie face au National du Caire lors de la deuxième journée, les Ivoiriens n'ont pas signé qu'un succès de prestige face au club le plus titré du continent. Les voilà également bien relancés dans le groupe B puisqu'ils pointent à la deuxième position à 3 points du WAC avant de se déplacer en Zambie ce samedi. Ils affrontent le Zesco United, soit une équipe à leur image puisqu'elle compte elle aussi une victoire et une défaite en 2 matchs. En cas de succès, les Mimos pourraient conforter leur place de dauphin avant les matchs retour, une rampe de lancement suffisante pour accéder aux demi-finales. Mais les Ivoiriens voudront aussi mettre gentiment la pression sur le Wydad, leader avec 3 unités d'avance. Impérial lors des 2 premières journées, le club marocain pourrait subir un petit coup d'arrêt en Égypte ce samedi. Face au National, bête blessée qui n'a toujours pas inscrit le moindre point en 2 journées. Hugo Moissonnier à suivre dans ce groupe. Hugo le disait, le National du Caire reçoit les Marocains du Wydad Casablanca. En Coupe de la Confédération, Pierre, il y avait une rencontre hier comptant pour le groupe B. Dans la rencontre 100% marocaine, le Kaokab Marrakech s'incline 3-1 face au FUS Rabat. Résultat, le FUS prend la tête du groupe avec 7 points. C'est un point de plus que son adversaire du soir. À suivre ce samedi, l'autre rencontre du groupe B entre les Tunisiens de l'Étoile du Sahel et les Libyens de l'Al-Ahly Tripoli. Et dans le groupe A, une rencontre au programme. Les Tanzaniens de Young Africans accueillent les Ghanéens de Medeama, les 2 derniers de la poule. On passe au cyclisme, le Tour de France, c'est la 13e étape hier. Oui, un contre-la-montre dans le sud de la France, entre Bourg, Saint-Andéol et la caverne Pont d'Arc, soit 37 km 500, emporté par le néerlandais Tom Dumoulin. Le premier africain de cette étape, c'est le sud-africain Louis Meintjes à 4 minutes 22 secondes du vainqueur. Meintjes qui est 12e au classement général à 5 minutes 48 secondes du maillot jaune, le natif de Nairobi, le britannique Christopher Froome. Et en tennis, fin de la phase de poule du groupe 3 de la Coupe Davis, zone Afrique, lourde défaite pour le Cameroun contre le Maroc. Oui, défaite nette 3-0. Résultat, les Marocains affronteront le Bénin en play-off pour la montée. Les Béninois, 2e de la poule B derrière Madagascar, vainqueur hier de Botswana. Les Malgaches, eux, affronteront la Namibie. Et de l'athlétisme pour terminer, le meeting Hercules à Monaco, comptant pour la Ligue de Diamant à moins de 3 semaines du début des JO. Caster Semenya est en forme. La Sud-Africaine sur 800 mètres bat son propre record personnel. Nouveau temps de référence, 1 minute 55 secondes et 33 centièmes. Semenya bat là aussi son record national. C'était le journal des sports de Pierre Chaperon. Il est 7h passé de 48 minutes à Paris sur RFI, 5h48 en temps universel. RFI, toute l'actualité, Juliette Rangeval. Et à la une de ce samedi 16 juillet 2016, cette tentative de coup d'État militaire en Turquie. Pour Dorothée Schmidt, spécialiste de la Turquie contemporaine à l'IFRI, le président Erdogan paie là ses politiques intérieures et extérieures. Erdogan a trop façonné le pouvoir à sa main. Il était aujourd'hui en train de nettoyer, comme il le dit lui-même, la Turquie du PKK et de mettre en place une politique extrêmement répressive à l'égard des revendications politiques kurdes. Mais je crois qu'il avait oublié une 3e variable qui est très importante en filigrane toujours en Turquie, qui est les relations entre l'armée et le pouvoir politique et le fait que l'armée n'était pas forcément entièrement acquise à sa cause. L'armée, dans le passé, a été considérée comme une espèce de défenseur de la démocratie. En fait, c'était un
un défenseur de l'État turc neutre et des institutions républicaines telles qu'elles ont été fondées par Atatürk. Et là, il considère probablement que l'héritage d'Atatürk était menacé, à la fois dans l'aspect d'ancrage occidental de la Turquie, de sécularisation. Il y avait une sorte d'évolution de la Turquie aussi depuis la réconciliation avec les Russes et avec Israël, des options politiques étrangères qui semblaient quand même extrêmement hésitantes, se jettent à des retournements extrêmement fréquents, donc un sentiment d'absence totale de direction, je crois, du pouvoir aujourd'hui. Dorothée Schmidt, spécialiste de la Turquie contemporaine à l'IFRI. Et puis en France, le recueillement après l'attaque de Nice. Deuil national de 3 jours. Après cette attaque qui a fait au moins 84 morts, dont 10 enfants, l'enquête se poursuit pour tenter de comprendre les motivations du tueur, un Tunisien de 31 ans, père de famille. Hier, le procureur de Paris, François Molins, chargé de l'affaire, faisait le point. Victoire Fort. Il avait loué ce camion 3 jours à peine avant la fête nationale. Peu avant 22h30 ce 14 juillet, il fauche au volant du poids lourd la foule. François Molins, procureur en charge de la section antiterroriste du parquet de Paris, saisi du dossier. Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers. Les policiers ont répliqué et ont poursuivi le camion, qui a cependant réussi à rouler encore sur près de 300 mètres. Ce n'est qu'à ce niveau de la promenade des Anglais que le terroriste est neutralisé. Sa cavale meurtrière aura été longue de 2 km. Dans ce camion frigorifique de 19 tonnes, les policiers retrouvent un pistolet, une grenade ainsi que 3 armes factices. Les papiers d'identité du chauffeur sont également retrouvés. L'identité de l'homme est confirmée. Il avait été condamné le 24 mars 2016 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence volontaire avec arme commis en janvier 2016. Il est totalement inconnu des services de renseignement et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. S'il était connu par la police, l'homme n'était pas fiché S. Les documents informatiques, notamment retrouvés à 2 de ses domiciles perquisitionnés, pourraient aider les enquêteurs à déterminer les motivations de l'attaquant de Nice. Victoire Fort sur RFI et nous reviendrons sur la situation à Nice, le parcours du tueur, les conséquences de cet attentat dans notre édition spéciale à suivre entre 8h et 9h, heure de Paris sur RFI. Et puis à la une de l'actualité de ce samedi également, c'est désormais officiel, le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence, sera le colistier du candidat républicain à la Maison Blanche. C'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé sur Twitter. Il donnera une conférence de presse ce samedi. C'est un ultra-conservateur, un bon connaisseur des arcanes de Washington. Après l'attentat de Nice, l'analyse de Soumeilou Boubèye Maïga. Au Mali, il a dirigé les services de renseignement, puis il a été successivement ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense. Aujourd'hui, il coordonne pour l'Union africaine une équipe d'experts sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Soumeilou Boubèye Maïga répond aux questions de Jean-Jacques Louarn. Soumeilou Boubèye Maïga, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quelques heures seulement après l'attentat, François Hollande a parlé d'une attaque dont le caractère terroriste ne peut être nié. Paris paye son engagement militaire à l'extérieur, de l'Afrique à la Syrie en passant par l'Irak. C'est ce que vous diriez? Les groupes terroristes essaient de lui imposer sur son sol une confrontation, sauf que sur le sol français, la confrontation, c'est pas contre les forces gouvernementales, c'est pas contre les forces étatiques. La confrontation vise essentiellement des cibles, les populations civiles, en particulier dans des sites qu'on considère techniquement comme des cibles molles, c'est-à-dire les espaces publics comme les théâtres, ainsi que là où à Nice il y a eu l'attentat. Les attentats de Ouagadougou, Monsieur Maïga, de Bamako, de Grand Bassam, sont-ils selon vous des attaques collatérales liées à l'engagement de la France en Syrie? Ce sont à la fois des attaques collatérales, mais c'est aussi des attaques, si je peux dire, structurelles de la démarche des groupes. Parce que les groupes cherchent à attaquer les intérêts occidentaux partout où ils sont vulnérables, et en réaction à ce qui les oppose sur d'autres théâtres. Parce que pour eux, ils sont dans un champ de confrontation globale, et le monde entier est leur théâtre. Et donc, si on peut dire, les attaques qui se sont déroulées à Bamako, à Grand Bassam, à Ouagadougou, sont les conséquences aussi de l'engagement des Occidentaux, mais en particulier de la France, sur ce théâtre-là. Et plus cet engagement devient coercitif et pour les groupes,
plus ils vont avoir tendance à se déverser dans nos pays où ils considèrent que les cibles sont moins bien protégées. Concernant le groupe de l'État islamique, il faut noter qu'il y aurait plus de 6 000 Maghrébins actuellement en Libye. Il y a des Ouest-Africains, et donc il y a de fortes chances que toute cette pression contribue à les pousser physiquement un peu plus vers le Sahel, vers l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous allons probablement avoir des réactions dans nos pays. Et là, ce seraient des actions collatérales par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors en France, pour l'instant, la réponse est sécuritaire. C'est évidemment très complexe, mais selon vous, que faut-il faire d'autre? J'ai l'habitude de dire à certains de nos interlocuteurs occidentaux qu'il est important aussi que les communautés musulmanes en Europe soient considérées et se sentent comme des citoyens à part entière dans ces sociétés-là. Il s'agit de reconstruire presque totalement l'environnement socio-économique, l'environnement politique, la citoyenneté. Et donc, il faut bien que nous réalisions de part et d'autre que nous avons là un défi qui va nous occuper pendant des décennies, quoi, parce que c'est des menaces tout à fait nouvelles et qui imposent aux sociétés et aux États des réponses absolument novatrices pour lesquelles, comme on le voit d'ailleurs, il n'y a pas de solution toute faite. Soumeilou Boubaï Maïga, merci. Soumeilou Boubaï Maïga, coordonnateur de l'Union africaine sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, ancien ministre malien de la Défense. Il était au micro de Jean-Jacques Louarn. Bonjour, c'est Maman. Tu es humoriste et tu penses que tu es plus drôle que notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur? Alors participe au prix RFI Talent du Rire dans le cadre du Festival du Gondwana en décembre à Abidjan. Viens t'inscrire sur le site internet festivaldugondwana.com. Ce que tu vas gagner? Petit, moi-même, je n'ai pas ça sur mon compte en banque. Orient Hebdo, Éric Bataillon. Le gaz naturel récemment découvert en Méditerranée orientale rebat les cartes du jeu économique dans la région. L'Égypte, mais aussi Israël, le Liban, Chypre et même la Turquie espèrent une part du gâteau. Dans l'émission également, un premier volet sur le monde de l'édition arabe consacré au Yémen. Orient Hebdo, Éric Bataillon. Aujourd'hui, à partir de 19h40 TU. RFI. Les transports avec Laurent Berthaud et quelques conseils si vous partez en vacances aux Pays-Bas et que vous comptez vous déplacer. Les Pays-Bas, c'est d'abord le pays du vélo, mais attention, du vélo utilitaire. Les Néerlandais l'utilisent avec fougue et sérieux et circulent à très bon rythme. Pas question donc de traverser une route sans regarder ou, si vous louez un vélo à des tarifs très abordables, de lambiner ou d'hésiter sur les pistes cyclables au risque de vous faire copieusement huer. Les Amstel-Damois en ont d'ailleurs tellement marre des groupes de cyclistes en goguette qu'on voit même fleurir des autocollants « No Tourists on Bikes », ce qui ne doit pas vous dissuader de visiter la ville à bicyclette, la plus belle manière de la découvrir avec la marche à pied. Waterloopplein, Joods Historisch Museum. Hermitage aan de Amstel. Si vous optez pour le tramway, vous pouvez acheter le billet au tramino ou à l'employé situé au milieu de la rame. Il faudra badger pour monter, mais aussi pour descendre. Si l'envie vous prend de visiter le pays en train, vous pourrez en apprécier le service. Le ménage y est fait régulièrement, y compris pendant les trajets, et des vendeurs ambulants, comme ce jour-là Merve, passent dans chaque wagon avec un drôle de harnachement sur le dos. Hier zit warm water in, kokend water, 5 liter. Alors ici vous avez de l'eau chaude, du coca, et ici sur les côtés vous avez toutes les choses sucrées, les sucreries, puis le café en poudre et les sachets de thé. Et ici dans ce sac j'ai les gobelets. J'ai aussi des chargeurs pour téléphone portable. Au total ça pèse entre 15 et 20 kilos. Au début lorsque j'ai commencé c'était vraiment lourd, mais maintenant je suis tellement habituée que je ne ressens plus rien. Sauf si je travaille longtemps, surtout au niveau des jambes et des hanches. Mais comme ce sont les hanches qui portent, j'ai très peu mal au dos.
Enfin, si par crainte de la pluie, vous optez pour la voiture, il vous faudra apprendre à circuler au milieu des cyclistes, qui aux Pays-Bas, on l'aura compris, sont prioritaires. Donc pas question de leur couper la route si vous tournez à droite, par exemple. À Amsterdam, vous trouverez assez facilement une place en vous éloignant de l'hypercentre. Mais attention, n'oubliez pas de payer le stationnement. À l'horodateur, vous devez entrer votre numéro d'immatriculation. Gare au contrôle. Il est effectué par des voitures surmontées de caméras qui circulent toute la journée dans la ville et scannent chaque plaque. Laurent Berthaud sur Radio France Internationale. La marche du monde, Valérie Nivelon. Dès qu'il prend le pouvoir, Thomas Sankara annonce une société nouvelle, débarrassée de l'injustice et de l'impérialisme. Mais pour Sankara, la libération de l'homme passe par la libération de la femme. Avec Germaine Pitroipa, ancienne haut-commissaire, nous rentrons au Burkina pour revivre sa révolution Sankara. La marche du monde, Valérie Nivelon. Aujourd'hui, à partir de 13h10 TU. RFI.